Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Annecy. Nous sommes dans la bibliothèque du Grand Séminaire du Conservatoire d'Art et d'Histoire pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Laure Tonley-Bazaille. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un endroit que j'imagine vous connaissez bien en tant que vice-présidente du Conseil départemental de Haute-Savoie, déléguée à la culture et au patrimoine. C'est une pièce assez incroyable ici. Oui, c'est une pièce assez incroyable, assez peu connue finalement du grand public. On l'ouvre au grand public souvent lors des journées du patrimoine où quelques chanceux ont le droit de découvrir ce lieu. Mais effectivement, c'est un lieu qui est très important pour nos collections et qui est peu connu. On aura l'occasion d'en reparler. Avant toute chose, une question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette délégation? Donc, je rappelle, vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine. C'est une vaste question. La culture et le patrimoine, c'est important parce que c'est ce qui rapproche les gens, c'est ce qui fait notre identité aussi dans les pays de Savoie. C'est notre histoire. Bon, je suis professeure d'histoire-géographie aussi, donc ça a du sens pour moi. Et puis surtout, ça permet aussi, il y a tout un tas de patrimoines différents. Il y a du grand patrimoine, on va parler de cette œuvre de Bruegel, mais il y a aussi le petit patrimoine qui est important pour l'identité des communes, pour l'identité des Savoyards. Et donc le département, il s'occupe de tous les patrimoines, il s'occupe d'accompagner tous les acteurs culturels. Donc c'est vraiment une délégation très riche. Allez, on démarre cette émission pas très loin d'ici, direction le musée Château d'Annecy, qui a pu rouvrir ses salles d'exposition avec le tableau Le Massacre des Innocents en tête d'affiche. C'est un reportage de Victoria Lopez. Il est la pièce maîtresse de cette réouverture. Le Massacre des Innocents, peint par Pierre Bruegel le Jeune au XVIIe siècle, trône en maître à l'entrée d'une des 3 salles de l'exposition permanente du musée Château d'Annecy. C'est quelque chose d'important dans cette dynamique de musée, de réouverture, de non seulement faire une réouverture, mais une réouverture avec en plus une nouvelle scénographie permanente et puis à cette occasion présenter de nouvelles œuvres, dont une majeure qui est un prêt du département avec ce fameux tableau de Bruegel le Jeune, un tableau de 1621, le Massacre aux Innocents, qui est assez atypique puisque c'est une œuvre qui varie un peu des reproductions qu'il faisait des œuvres de son père. Ce tableau représente une scène dramatique de l'Ancien Testament. L'œuvre provient de la collection du Savoyard et général d'Empire Pierre-Aimé Chastel. Alors c'est un peu l'œuvre emblématique des collections du département, puisqu'au département nous avons acquis au fil des décennies et des années tout un ensemble d'œuvres et notamment de peintures. Et donc cette peinture a été acquise dans un fonds plus global qui s'appelle le fonds Chastel en 1979 au département. Et c'est évidemment la peinture la plus précieuse, la plus emblématique de ce fonds. Et voilà, c'est la raison pour laquelle c'est cette œuvre en priorité qu'on a souhaité mettre au musée Château. Aux côtés du tableau, d'autres peintures sont à découvrir dans cette exposition permanente, totalement réaménagée. Une première salle est consacrée à la découverte des paysages alpestres, à la découverte des Alpes. Donc on est plus dans un univers de montagnes et de sommets enneigés. Et puis la deuxième salle, on redescend dans la vallée. La deuxième salle est conçue autour des 2 grands panoramas de Paul Cabot, qui sont une vue du Semnoz et une vue du Parmelan, donc les 2 belvédères qui encadrent le lac. Et donc entre ces 2 belvédères magistraux, se déploient aujourd'hui les peintures de l'école annécienne de peinture lacustre, donc de Prosper Dunant à André-Charles Copier. Donc pendant un siècle, on suit les différentes représentations du lac qui a tant inspiré notre école locale de peinture. Une 3e salle s'organise autour de sculptures religieuses de la fin du Moyen-Âge. L'exposition temporaire, consacrée à l'art médiéval, ouvrira quant à elle au public début décembre. Une jauge a été mise en place pour respecter les mesures sanitaires dans toutes les salles du château. Toutes les informations sont à retrouver sur le site musée.annecy.fr. Laure Tonley-Bazaille, on l'a vu dans ce sujet, la Covid-19 n'aura pas totalement eu la peau de la culture et du patrimoine. Non, heureusement, même s'il faut trouver un peu des solutions pour continuer à accueillir les publics et faire découvrir à la fois notre vie culturelle et nos patrimoines. Mais oui, il faut trouver des solutions. C'est vrai que c'est un moment très difficile quand même pour les acteurs de la culture. Le patrimoine pose aussi des problèmes, mais pour la culture, surtout pour le spectacle vivant, oui, c'est très compliqué. Et donc le département a encore plus la mission d'accompagner les acteurs de ce domaine. En quoi c'était si important justement de pouvoir ouvrir ces salles d'exposition au musée Château ? C'est vrai que le musée Château, alors je parle aussi avec mes collègues élus d'Annecy, mais c'est vrai que le musée Château, c'est le monument symbolique d'Annecy, peut-être avec le palais de Lille, mais c'est vrai que beaucoup de visiteurs viennent à Annecy et veulent visiter le musée Château, et puis les habitants aussi, il y avait cette attente aussi de pouvoir revenir au château, donc je pense que c'était vraiment très important. On l'a vu dans le reportage, c'est un tableau qui a été acquis donc, par le département de Haute-Savoie en 1979, il a fait l'objet de plusieurs opérations de restauration.
c'est le symbole. C'est un symbole. Oui, ben, effectivement, c'est une œuvre très importante, qui est très connue, qu'on a montrée finalement assez peu au public. Or, évidemment, une collection publique comme celle du département, elle a vocation à être visible de tous. Et puis, c'est vrai que c'est une œuvre qui est très émouvante, bon, par le sujet du tableau, mais aussi parce que c'est une œuvre qui voilà, elle a plusieurs siècles, mais elle est très marquante. On a l'impression presque d'un film tragique qui se déroule sur cette peinture. On peut rester voilà, des minutes à contempler ce tableau. C'est vraiment un moment très émouvant. Alors, je le disais en début d'émission, nous sommes donc dans la bibliothèque du Grand Séminaire, du Conservatoire d'art et d'histoire, pas très loin des collections départementales, des collections qui sont préservées, bichonnées par le conseil départemental, justement. Quelle est leur importance ? Alors, on a des pièces assez différentes, puisque c'est un fonds de 77 000 pièces, avec vraiment des... Bon, il y a une unicité quand même, hein. L'idée, c'est effectivement de raconter l'histoire de notre département, l'identité, les paysages, évidemment la résistance aussi, qui est un aspect très très important de nos collections et auquel on tient beaucoup. Et effectivement, tout ça est conservé, alors, pour être à la fois donc, compris, valorisé, étudié, prêté. Évidemment, ça sort lors d'expositions temporaires, on prête aussi nos collections à différents musées. Et l'idée, évidemment, c'est de le faire partager le plus possible aux Savoyards, avec les Hauts-Savoyards. Vous l'avez dit, 77 000 pièces, ça souligne la variété, la diversité aux Savoyards. Oui, il y a une très très grande variété. Donc, je parlais du fonds sur la résistance. Donc, évidemment, on a des objets de la Seconde Guerre mondiale, des témoignages aussi. On a des restes des parachutages sur le plateau d'Iglières. On a des instruments de musique aussi. On a un fonds, voilà, on a des fonds ethnographiques. On a des poteries, on a des peintures, on a des estampes. Voilà, c'est une très très grande variété d'objets. J'imagine que c'est un travail de fourmi pour les agents départementaux que d'essayer de garder ces collections intactes ou en tout cas le moins abîmées possible. Oui, on l'a vu avec le tableau de Bruegel. Effectivement, il y a un grand enjeu de restauration puisque notre mission, c'est évidemment de garder ces œuvres et aussi de les transmettre aux générations futures. Donc, c'est important d'en conserver l'état, mais c'est aussi de mieux les connaître. Et donc, il y a à la fois ce travail d'inventaire, d'étude, de catalogage et puis de meilleure compréhension et puis effectivement de valorisation pour le public. Cette conservation du patrimoine, elle concerne également le patrimoine bâti. Oui, alors peut-être aussi moins connu, mais c'est vrai que le département a un rôle très important auprès des collectivités haut-savoyardes pour justement aider les communes ou les intercommunalités à prendre soin de leur patrimoine. Et notamment, j'évoquais au début de l'émission le petit patrimoine. Par exemple, pour une petite commune de 1000 habitants, c'est parfois un casse-tête de savoir comment rénover un four, comment rénover une chapelle ou comment rénover son église. Et c'est vrai que le département... Donc, évidemment aide financièrement, mais peut aussi avoir une aide technique pour conseiller les élus de ces communes. Justement, est-ce que vous arrivez encore à trouver et à découvrir des trésors concernant l'histoire du département? Notamment, vous prenez l'exemple d'une petite commune de 2000 habitants. Est-ce que ça arrive encore? Oui, ça arrive encore. Alors, c'est vrai qu'on a aussi on a nos archéologues au département, donc cette mission de conservation du patrimoine qui mène des fouilles sur nos propres domaines, mais qui ont aussi le rôle d'accompagner quand on découvre des choses. Alors, vous savez, comme dans beaucoup de territoires, quand on découvre lors de fouilles, c'est souvent l'occasion de chantier. Alors, comme on est un des territoires très dynamiques avec beaucoup de chantiers, on découvre beaucoup de choses. Récemment, on l'avait vu à Epany-Métessy, voilà, il y avait un site médiéval. Voilà, c'est souvent l'occasion là, à ces occasions de fouilles préventives qu'on trouve des choses. On termine avec deux événements qui sont chers au département de la Haute-Savoie, Annecy Cinéma Italien et Annecy Cinéma Espagnol. Vous avez décidé, comme vous le faites d'habitude, d'organiser des tournées départementales pour rendre encore plus accessibles ces films avec des projections notamment dans une quinzaine de salles à travers le département. Oui, le département donc évidemment a à cœur de faire vivre au-delà d'Annecy ces deux festivals et puis aussi toujours dans la même mission de pouvoir donner une offre importante aux Savoyards quel que soit leur territoire, y compris les territoires qui sont plus ruraux où il y a peut-être moins d'offres culturelles, et puis aussi accompagner les salles d'arrêt d'essai qui mettent à disposition ces films, parce qu'on a évoqué le Covid, mais c'est vrai que malheureusement les gens sont peu revenus au cinéma aussi, et c'est vrai que ces salles d'arrêt d'essai, elles vivent aussi grâce à leur public, et donc c'était une façon aussi de soutenir à la fois le cinéma espagnol et italien, et aussi de soutenir les salles d'arrêt d'essai. Annecy Cinéma Italien version 2020 a eu lieu dans une formule un petit peu différente. Là aussi, c'était important de la maintenir malgré tout. Oui, je pense que c'était important. Alors, il y avait eu un précédent quand même, alors évidemment pas forcément avec les mêmes moyens, la même ampleur, avec le festival d'animation qui avait lieu aussi en manière dématérialisée avec des plateformes de visionnage. C'est sûr peut-être qu'il y a une accélération technologique avec le Covid. Effectivement, mettre à disposition des films sur des plateformes à côté de la mise à disposition dans les cinémas, c'est sans doute quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Au fil des années, ces deux rendez-vous, que ce soit le cinéma italien et le cinéma espagnol, sont devenus des rendez-vous incontournables
incontournables. C'est aussi pour cette raison que vous, le conseil départemental, vous avez souhaité de les maintenir, de les soutenir financièrement. Oui, c'est un moment fort, d'autant plus qu'il y a le grand public, mais il y a aussi les scolaires, puisque du coup, forcément, comme on a la compétence des collèges, on fait aussi beaucoup pour soutenir les collégiens au cinéma, et donc c'est aussi des moments forts pour nos collégiens. Une dernière question, Lorton et Bazaï, avec la dégradation de la situation sanitaire et les nouvelles restrictions qui sont tombées notamment la semaine dernière, vous l'avez dit, le secteur de la culture est une nouvelle fois mis à mal. Est-ce que vous êtes inquiète pour la suite par rapport à ce monde de la culture ? Oui, ben forcément, malheureusement, c'est sûr qu'on a parlé du cinéma, mais effectivement, tout spectacle vivant, les compagnies sont en grande difficulté puisque ça fait des mois qu'elles peuvent plus se produire et que du coup, elles se posent aussi beaucoup de questions sur les saisons à venir. Les salles aussi, Bonlieu, par exemple, mais non, c'est très compliqué. Un couvre-feu à 21h, forcément, ça oblige à remettre en œuvre toute la programmation. Et puis le public, voilà, faut croiser les doigts pour que le public continue quand même à fréquenter les salles de cinéma, les salles de spectacle. Mais bon, malheureusement, à venir en termes de restrictions. Merci beaucoup, Lorton et Bazaï, de m'avoir accompagné. Merci d'avoir répondu à mes questions. Prochain rendez-vous avec Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc pour un numéro consacré à la Savoie. À très bientôt sur nos antennes.